Et salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode review et preview de The Trick Play. Aujourd'hui, je suis accompagné bien évidemment d'un fan de l'équipe adverse. Je suis désolé, mais Geoffrey, on va parler de Texas. On va parler de nos ennemis jurés du Texas, mais c'est pas grave. Texas, ouais, qui revient d'une très grosse saison. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu les Longhorns à un tel niveau pour leur dernière année en Big 12. Ils sont allés loin, mine de rien, pour l'année 2023-2024. Ils font 12-2 au total, 8-1 en conférence, un titre en Big 12. C'était pas arrivé depuis un bon moment. Une qualification en playoff, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois depuis que les playoffs existent pour Texas. Pour ça, ils ont battu Rice, ils ont battu Alabama qui était classé numéro 3 en deuxième semaine, ça je pense que tout le monde s'en souvient. Ils ont battu Wyoming, Baylor, Kansas classé 24e, Houston, BYU, Kansas State classé 23e, TCU, Iowa State, Texas Tech et Oklahoma State classé numéro 18 en finale de Big 12 et ils ont perdu contre Oklahoma qui était classé 12e et contre Washington classé 2e en demi-finale des playoffs au Sugar Bowl. Donc en gros, ouais, un titre en Big 12, une qualif en playoff pour la dernière en Big 12, c'est quand même une belle saison pour les Longhorns, c'est un à redire là-dessus. Avant la grande entrée cette année, ça y est, c'est maintenant en sec, bien évidemment. Pour ce faire, eh bien, on va garder le même coaching staff avec Steve Sarkisian, le head coach qui entame sa 4e saison, l'ancien coordinateur offensif d'Alabama. C'est une belle progression depuis qu'il est arrivé et qu'il a pris la tête de l'équipe d'Austin. Il a reçu également une prolongation jusqu'en 2030 avec un salaire annuel qui va au-delà des 10 millions de dollars. Donc voilà, il n'y a pas de mal à se faire pour Sarkisian. Au niveau de l'attaque, eh bien, pareil. En fait, attaque-défense, il garde les mêmes coordinateurs depuis 4 ans. Il y a Kai Flood qui sera toujours coordinateur offensif, qui est aussi le coach de la O-line. On sait que Texas est réputé pour avoir une grosse O-line. Et puis, on a le defensive coordinateur / outside linebacker coach, Pete Kwiatkowski, qui est également là pour sa 4e saison. C'est un coaching staff qui, globalement, ne bouge pas trop. On reste dans la stabilité pour Texas parce que ça fonctionne d'un point de vue de résultat, mais en plus, ça fonctionne extrêmement bien d'un point de vue recrutement. Ils vont peut-être finir par perdre un des coordinateurs pour un poste de head coach s'ils continuent à être aussi bons, mais c'est la rançon du succès. Et pour cette année, tout le monde est là. Au niveau des commits, ouais, enfin, voilà, tu parles de rançon du succès et évidemment, qui dit bon coaching staff dit gros recrutement, mais tes recruteurs, excuse-moi, tes coordinateurs et tes assistants peuvent être recrutés par d'autres équipes parce qu'il y a du talent en termes de recrutement pour les Longhorns. Ouais, mais ils ont la 6e classe en 2024 avec 22 commits, 2 joueurs 5 étoiles, 9 joueurs 4 étoiles et 9 joueurs dans le top 250. Et pour le portail des transferts, ils sont la 6e classe avec 11 commits, 1 joueur 5 étoiles du portail, 5 joueurs 4 étoiles sur le portail et 3 anciens 4 étoiles. Donc presque que des blue chips, sur le portail des transferts. Pour une équipe qui a quand même, l'air de rien, on va le voir position par position, mais qui a quand même perdu pas mal de monde vers la NFL et un ou deux starters qui sont partis sur le portail. Donc il y a du monde à remplacer quand même du côté de Texas. Ouais, en effet, il y a du monde à remplacer. En tout cas, pas pour ce qui est du poste de quarterback, bien évidemment, car on va retrouver Quinn Ewers qui va très probablement même jouer sa dernière saison en CFB. Vous le connaissez, ancienne énorme recrue star lycéenne qui fait partie des joueurs les mieux notés de tous les temps au poste quarterback en tout cas. Il a lancé la saison dernière 3480 yards, 22 touchdowns et 6 interceptions. Évidemment, son backup, pareil, c'est un des joueurs les mieux notés, c'est Arch Manning, le neveu de deux
l'ancien quarterback, je dis ça, je dis rien, mais qui sera de nouveau backup cette année. On devrait quand même le voir hein, sur les 3e, 4e quart-temps si Texas mène largement. Voilà. Quinn Ewers, on sait qu'on attendait peut-être un peu plus déjà l'année dernière. Là, c'est le passage en sec. Il va vite falloir se bouger parce qu'il y a du monde sur le banc derrière. Mais il y a le départ à prendre en compte de Malik Murphy, qui était backup l'an passé, qui a transféré du côté de Duke. Malik Murphy, qui était un ancien joueur 4/5 étoiles un petit peu. Donc voilà, très belle prise pour Duke. Au niveau de la receiver room, il y a eu pas mal de mouvements quand même. Il y a eu pas mal de départs vers la NFL, Geoffrey. C'est simple, hein. Il y a les 4 cibles principales de Quinn Ewers qui sont parties en NFL. Hein. Donc, Adonai Mitchell qui est parti au début du second tour, Xavier Worthy qui est parti à la dernière position du premier tour chez les Chiefs, Jatavion Sanders qui est parti également, et Jordan Whittington. Donc, tous les titulaires de l'an passé sont partis. Pour les remplacer, donc il va y avoir le sophomore John Tay Cook qui était pratiquement à 5 étoiles en 2023 qui sera titulaire, et à côté de lui on devrait avoir 2 transferts, donc Isaiah Bond hein, qui était le 5 étoiles du portail, qui était le meilleur receveur sur le portail, qui arrive d'Alabama, qui sort d'une saison à 668 yards et 4 touchdowns, et Matthew Golden hein, qui arrive de Houston, hein, qui était en 4 étoiles sur le portail, qui sort de milliards et 13 touchdowns en 2 saisons. Et il y a aussi Silas Bolden hein, qui devrait avoir du temps de jeu, qui est un 4 étoiles du portail, qui arrive de Oregon State. Et sur le poste de tight end, ça sera un transfert là aussi d'Alabama, Amari Black, qui devrait être titulaire. Ouais, en effet, qui était le tight end le mieux noté du portail des transferts, un tight end 1. Donc ça fait une grosse receiver room avec pas mal de choses à mettre en place parce qu'évidemment il y a beaucoup de nouveaux, mais en même temps on voit que Texas arrive à attirer des joueurs, notamment des joueurs d'Alabama, ce qui est quand même assez une révolution par rapport à ces dernières années. Au niveau des running backs et de la O-line, est-ce que ça va aussi un petit peu bouger? Au niveau des running backs, il y a Jonathan Brooks hein, qui est parti en NFL chez les Panthers, lui qui sort d'une saison à plus de milliards et 10 touchdowns. Ça sera son backup, hein, CJ Baxter, qui avait fait une saison tout à fait correcte en tant que backup, où il fait 5 ou 600 yards et 5 ou 6 touchdowns, qui passera titulaire. Et Jadon Blue qui sera le backup principal. Donc là-dessus, on reste dans la même ligne. De toute façon, Texas, ils recrutent tous les ans au moins un running back 4 ou 5 étoiles, donc ils auront de la profondeur. Il n'y a pas de problème. Et sur la O-line, c'est une des meilleures lignes du pays hein, à prévoir. Il y a Christian Jones hein, qui n'était même pas titulaire, hein, qui était dans la rotation l'an passé, qui a été drafté au 5e tour. Donc les 5 starters sont de retour, et ils ont 2 remplaçants qui ont aussi une expérience de starter. Donc c'est une très très grosse O-line. Le nom à retenir, hein, qu'on verra probablement tout en haut du premier tour de la prochaine draft, hein, dans le top 10 en tout cas, c'est Kelvin Banks Jr., donc, qui jouera left tackle et qui est un très très gros nom à voir pour la saison prochaine. Ouais, Kevin Banks, c'est vraiment un nom à retenir si jamais vous suivez les joueurs qui vont du côté professionnel à terme. Au niveau de la défense, en parlant de ça, on va rester dans les tranchées sur la D-line parce qu'on a eu de nombreux départs et notamment assez tôt dans la draft pour la NFL. Ouais, Byron Murphy qui est parti chez les Seahawks et Tevondre Sweat qui est parti chez les Titans. Il y a d'autres linemen qui sont arrivés en fin d'éligibilité, donc là aussi c'est une ligne à reconstruire. Il y aura de la promotion interne et il y a 3 très belles arrivées sur le portail de transfert. Hein. Bill Norton et Tiaoali Savea, qui sont tous les deux des defensive tackles 4 étoiles qui arrivent d'Arizona, qui était 4 étoiles sur le portail, et Ledge Tremor, qui est un 4 étoiles du portail en provenance de UTSC, qui lui aussi devrait être titulaire. Donc là, c'est pareil, hein, les defensive lane, il va falloir faire cliquer tout ce monde ensemble parce que, voilà, en gros, hein, la defensive lane et la receiver room, c'est que des nouveaux joueurs, enfin, c'est que des joueurs qui sont propulsés titulaires qui n'étaient pas l'an passé à Texas, donc il va falloir faire cliquer tout ça.
Au niveau des linebackers, c'est un peu plus calme. Je te laisse en parler. Ouais, alors la star du poste qui est parti chez nous, les Saints en NFL, Jalen Ford au 5e tour. Après, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce poste linebacker. C'est que des joueurs qui étaient déjà dans la room. S'il y a un nom à retenir, éventuellement, c'est Anthony Hill qui sort une saison à 67 plaquages, 5 sacs et 2 passes défendues. Voilà, un bon Freshman rush. De... Un All-American freshman, Anthony Hill. Ouais, c'est ça. Qui devrait justement être la grosse pièce maîtresse à venir pour cette saison des Texans, n'importe quoi, de Texas. Mais voilà, après c'est pas la position où on voit le plus de choses parce que pareil, on sait qu'il y a pas mal de mouvements chez les DB. Ouais, il y a Ryan Watts qui est parti en NFL chez les Steelers, Terrence Brooks qui a transféré à Illinois, ça c'était une petite surprise, surtout qu'il était titulaire et il aurait dû le rester cette saison. Donc en renfort, ils auront Andrew Mukuba, qui est un safety 4 étoiles du portail qui arrive de Clemson. Et pour le reste, ce sera de la promotion interne à surveiller, notamment Malik Muhammad et Jadae Baron qui devraient être les leaders de ce groupe. Toi, t'en penses quoi globalement de cet effectif de Texas pour cette première année en sec? En termes de talent, c'est indéniablement un des top effectifs du college football. Ça, il n'y a pas de problème, mais ça, c'est presque tout le temps le cas avec Texas. Par contre, ça va être le challenge pour ce coaching staff qui a montré que de la progression jusque-là, ça va être de se maintenir au top niveau en ayant perdu plein de starters pour la NFL. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la D-line et les receveurs tout particulièrement. Donc, on va voir ce que le coaching staff des Longhorns arrive à faire de ce côté-là. Steve Sarkisian l'a un petit peu connu à Alabama, mais pour le reste du staff, ça va être un peu une découverte de remplacer ces starters avec de la promotion interne, avec le portail de transfert en bon nombre pour y arriver. Mais heureusement pour eux, Texas, pour leur arrivée en SEC, ils ont un calendrier plutôt, plutôt facile. Et vas-y, Hugo, je te laisse nous présenter. Je suis à mi-chemin entre le plutôt facile et il y a quand même quelques endroits un petit peu compliqués. Il y a forcément des matchs compliqués en calendrier de sec. Oui, de toute manière, ouais, ça c'est clair. Mais par exemple, tu vois, là, sur les 4 premiers matchs, tu reçois Colorado State, qui est toujours une équipe un petit peu embêtante à jouer, mais bon, après, voilà, on va pas se faire de soucis pour Texas. Déplacement à Michigan en 2e semaine, et ça va être très sympa à suivre. Et là, déjà, tu as un premier gros test du côté d'Ann Arbor. Réception de UTSA, puis de l'Université de Louisiane à Monroe. Réception de Mississippi State, d'Oklahoma, puis de Georgia. C'est quand même pas mal de recevoir Georgia, parce que Oklahoma, c'est le Red River Showdown, de recevoir Georgia à la maison. Déplacement à Vanderbilt, réception de Florida, déplacement à Arkansas, réception de Kentucky et déplacement à Texas A&M. Moi, je trouve quand même qu'il y a quelques petits matchs là qui peuvent vite virer au drame. T'en penses quoi, toi, de ce calendrier? Il y a des matchs qui peuvent virer au drame. Le déplacement à Michigan, le Red River Showdown, c'est toujours un match très spectaculaire où il y a des renversements. Donc, bien évidemment, ça peut virer au drame. La réception de Georgia. Et voilà, c'est à la maison. Michigan, ils ont perdu encore plus de monde que Texas. Ils ont perdu leur head coach aussi. Donc, ça, c'est une chance pour Texas. Après, clairement, vu les ambitions que Texas doit avoir cette année, c'est les 3 seuls matchs qui sont censés poser problème. Évidemment, toujours faire attention aux rivalités, notamment avec les déplacements à Arkansas et à Texas A&M. Mais si Texas veut jouer au niveau de ses ambitions, c'est des matchs qui ne sont pas censés leur poser problème. Ouais, je suis d'accord. J'ai le sentiment, tu as quelques matchs qui peuvent être un peu tricky, tu vois, genre en fin de saison, la réception de Kentucky.
Ça fait partie des équipes là, qui peuvent un peu te surprendre. Le déplacement chez vous, ouais, à College Station en dernière semaine. Voilà. Est-ce que Ça va être enflammé, hein, parce qu'en plus, bon, ça, les gens qui suivent le collège football sont pas forcément au courant, mais en plus, il y a le coach de baseball de Texas A&M qui, juste après avoir joué la finale des College World Series, le lendemain, a annoncé qu'il partait pour Texas. Donc ça va être une ambiance absolument dingue. Ça va être très très chaud. dans la maison du 12e homme, tu donnes quoi comme pronostic final sur les Longhorns? Moi, je pense que ils doivent faire entre 9-3 et 11-1. Pour moi, ceux qui vont faire, ça va être 10-2. 9-3, ils perdent deux des trois gros matchs là qu'on a dit, plus un autre match de rivalité, mais bon, ça serait quand même une déception. 11-1, j'ai quand même, parmi les trois gros matchs, je pense qu'ils vont en perdre au moins un. Donc minimum, hein, mais je pense que voilà, 10-2, ça me semble quelque chose d'assez réaliste, hein, avec un calendrier, pour un calendrier de SEC qui est plutôt simple. Je vais pas dire ce que tu viens de dire parce que j'ai exactement, comme presque d'habitude, j'ai envie de dire, j'ai exactement les mêmes pronos que toi, 9-3, 11-1. Après, le 10-2 est envisageable. Intrinsèquement, je trouve qu'ils sont peut-être meilleurs que Michigan cette année, mais le déplacement quand même en semaine 2, il est compliqué. Georgia, il y a quand même plus d'expérience du côté, même si c'est à domicile à Austin, il y a quand même plus d'expérience du côté des Bulldogs. Et après, j'ai pas non plus de grosse peur sur une équipe. Je pense que tu peux avoir ton upset ou voilà, encore une fois avec Kentucky, avec le déplacement à TAMU, mais voilà, j'ai pas forcément peur des autres. En Florida, ça me fait pas peur. Mississippi State, voilà. Donc un bon 10-2 pour les Longhorns. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On vous dit à la prochaine et merci de nous avoir écoutés. Salut Geoffrey, salut tout le monde. Salut tout le monde, à bientôt.